quel est l'impact de l'environnement sur la santé? Marie-Georges a dit beaucoup de choses et donc on va continuer cette discussion ensemble. Merci à tous d'être là. Robert Barouki, je vais commencer avec vous pour avoir le regard presque médical du sujet. Si on se demande aujourd'hui quel est l'impact de l'environnement sur la santé, et Marie-Georges l'a dit tout à l'heure, c'est bien parce qu'il est établi. Les chiffres le prouvent, hein, la pollution, premier déterminant de la mortalité. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu tout ça? Oui. Écoutez, une réponse simple, c'est oui. Il y a un impact évident de l'environnement sur la santé. Ça, c'est une première réponse. Mais on ne peut pas se contenter de cette réponse parce que quand on dit environnement, on dit beaucoup de choses en même temps. On dit la pollution de l'air, et ça, c'est un facteur de mortalité bien établi. Les études sont assez claires là-dessus. L'environnement chimique en général, mais aussi au-delà, il y a l'environnement physique. Par exemple, le bruit, c'est quelque chose dont on parle un peu, mais finalement qui est un facteur majeur. Et ce n'est pas seulement sur le sommeil ou sur les oreilles, mais c'est sur les maladies cardiovasculaires. Le fait d'avoir de la lumière la nuit, un peu trop de lumière la nuit, et qui inverse un peu notre rythme donc jour-nuit, nictéméral. Donc ça, c'est aussi un facteur. Donc l'environnement, c'est beaucoup de choses. Et d'un point de vue global, bien entendu, il a un impact sur la santé. Ensuite, quand on fait des études plus précises, il faut y aller cas par cas et faire des études spécifiques pour savoir quel est l'impact de tel ou tel facteur environnement. Donc je vais, si vous voulez bien, donc, comme c'est quelque chose d'assez global, il y a une notion qui n'avait pas été citée par Madame Georges, mais qui a fait une excellente présentation, c'est la notion d'exposome. L'exposome étant cette notion qui, disons, englobe l'ensemble des facteurs environnementaux. On a parlé d'alimentation, on a parlé de pollution, on a parlé de conditions de travail. Eh bien, nous, on met dans ce cadre-là, l'exposome recouvre tout cela. En gros, tout ce qui n'est pas génétique. On a fait des efforts majeurs sur le plan de la génétique. Il y a eu un programme sur le génome. On sait énormément de choses sur la génétique. Eh bien, il est temps maintenant d'en savoir un peu plus sur tous les autres facteurs qui ne sont pas génétiques et qu'on va mettre sous ce chapeau qu'on va appeler l'exposome. Et d'ailleurs, à l'INSERM, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a ce qu'on appelle un programme d'impulsion exposome, c'est-à-dire on encourage en fait les labos de l'INSERM de travailler sur ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Alors, il y a des facteurs pour lesquels on est absolument sûr de l'impact. Bon, la pollution de l'air, l'amiante, j'ai pas besoin, le tabac, j'ai pas besoin de... Et puis il y a des facteurs pour lesquels le poids des preuves, et ça, nous, on y tient beaucoup comme chercheurs, le poids des preuves. On n'aime pas dire telle chose est certainement toxique et telle autre ne l'est pas. On associe à toute donnée, à toute information, un poids d'épreuve. Le poids d'épreuve peut être très fort pour certains, il peut être moyen, probable, donc il y a une probabilité, et puis il peut être relativement faible pour d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des décisions, quel que soit le niveau. Ensuite, c'est une décision politique qu'il faut savoir prendre ou pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille encore plus pour que le poids d'épreuve soit le plus fort possible, dans un sens ou dans un autre, pour aider, disons, le politique ou l'entreprise à prendre un certain nombre de décisions. Et concernant l'entreprise, on a cité tout à l'heure le milieu du travail, et c'est un exemple fantastique de ce qu'on appelle l'exposome, parce que vous êtes à votre travail, vous êtes exposé parfois à des produits chimiques. Bon, dans nos laboratoires, à l'INSERM, on est exposé à des produits chimiques, il faut le savoir. Vous êtes exposé parfois à du bruit, parce que vous êtes dans des conditions où il y a du bruit. Vous êtes exposé à certains types de stress. Les relations humaines, ce n'est pas toujours un très grand confort. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut étudier plutôt que de travailler un par un. Et donc, c'est d'où l'intérêt de ces facteurs, de l'ensemble de ces facteurs. Et d'ailleurs, l'exposome, c'est peut-être, la plupart du temps, on va parler de problèmes de toxicité, de facteurs négatifs sur la santé, mais comme vous l'avez si bien dit, c'est aussi des solutions, parce qu'il y a un exposome favorable. Des espaces verts, des plans d'eau, un milieu social agréable, ce sont des facteurs extrêmement favorables pour la santé. Et ça aussi, on peut accumuler les arguments en faveur de tel ou tel produit. Et puis à l'innovation, mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup. Thomas Fatoum, Robert Barouki disait aider à prendre des décisions. À la CNAM, vous commencez à avoir une réflexion et même à mener des actions sur cet impact environnemental
sur la santé. Je pense par exemple aux perturbateurs endocriniens. Est-ce que pour vous, intégrer cet impact, c'est difficile, c'est une priorité, c'est un peu tout ça à la fois finalement. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Bonjour à toutes et à tous, j'allais vous dire c'est nouveau. Et c'est peut-être un paradoxe, c'est que historiquement l'assurance maladie, elle fait de la prévention, mais elle était davantage sur les enjeux de dépistage et de vaccination, ou c'est les enjeux de prévention primaire, et jusque-là très peu investi sur les sujets des liens entre environnement et santé. Et parce qu'on a fait comme tout le monde, j'ai presque envie de dire, mais heureusement, on a pris conscience de l'importance des impacts de l'environnement au sens large sur la santé, dans le cadre du virage préventif qu'on est en train d'essayer d'accélérer à la sortie du Covid. On a souhaité, quelque part, mettre notre force de frappe de l'assurance maladie, qui a un réseau qui est maillé sur le territoire, qui a beaucoup de data, qui a des médecins conseils, qui peut communiquer avec l'ensemble des professionnels de santé en ville très facilement, avec les assurés, mettre finalement cette force de frappe au service des enjeux santé environnementaux que vous venez de rappeler. Et donc, on a fait le tour un peu des acteurs aussi, parce qu'on ne veut surtout pas doublonner par rapport à ce que fait Santé publique France, à ce que fait l'ANSES, à ce que font les ministères, et mettre justement cette force de frappe au service des priorités, et de se dire, voilà, comment on peut être utile là-dessus. Et je prends un exemple, mais là aussi, qui va aller simplement mettre davantage d'accent sur une priorité bien identifiée, c'est celui des perturbateurs endocriniens. Donc on va faire deux choses, et ça on va le faire au deuxième semestre 2025. Un programme d'action de nos délégués de l'assurance maladie, nos VRP de l'assurance maladie, qui vont plutôt parler aux médecins de leurs prescriptions, des nouveautés des tarifs, etc. Là, ils vont aller leur parler perturbateurs endocriniens pour que les pédiatres, les gynécos, les généralistes puissent être des relais d'information, d'opinion vis-à-vis des patients, vis-à-vis des assurés, pour leur dire, voilà, soyez vigilants, vous êtes dans des périodes de vie où, etc., etc. Et puis, parce que là aussi, on est cet assureur public et l'assurance maladie, donc on accompagne notamment le parcours maternité. Comment, vis-à-vis des milliers de femmes chaque année, on peut, dans le parcours maternité, injecter davantage d'informations sur ces perturbateurs endocriniens. Donc, un exemple très concret de comment l'assurance maladie se saisit de ces sujets-là. Et puis, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ce qu'on souhaite faire, c'est dans l'ensemble des négociations qu'on a avec les professionnels de santé, qui sont, c'est vrai, des négociations tarifaires, mais qui sont aussi des négociations qui portent des transformations, comment on peut aussi faire progresser la prise en compte des enjeux santé environnementaux. On est en train de négocier, par exemple, avec les acteurs des maisons de santé pluriprofessionnelles. On a injecté des problématiques de comment la maison de santé, elle peut fédérer des professionnels de santé en son sein, et elle est un acteur du territoire, aller regarder quels sont les enjeux santé-environnement du territoire et comment aller plus loin. Donc voilà quelques exemples rapides, mais on est absolument convaincu qu'on peut se mettre au service des priorités, des plans santé-environnement pour aller agir au plus près des acteurs de santé et des assurés pour leur faire prendre conscience qu'il y a des comportements qui peuvent bouger, et je crois que c'est tout à fait possible. Un bon début pour la CNAM, a-t-on envie de dire. On espère. Corinne Lepage, alors évidemment on connaît votre engagement pour les questions environnementales. Vous, la santé, vous la défendez depuis longtemps au sein d'un triptyque climat, biodiversité, santé. C'est selon vous l'angle d'approche inévitable et logique pour avancer sur le sujet. Vous nous en dites quelques mots? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de cette invitation. Je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt et je disais à ma voisine Mezza Voce, ces sujets-là, quand même, combien d'années il a fallu pour les amener là où ils sont aujourd'hui. Je veux dire par là, vous savez, ces sujets santé, environnement, perturbateurs endocriniens, moi je me souviens des études de Charles Sultan à la fin du XXe siècle. Sur les malformations congénitales des enfants, sur la formation précoce des filles. C'est des études qui remontent, parce que je dis ça pour les perturbateurs endocriniens, mais on peut prendre d'autres exemples. C'est des études qui remontent vraiment aux années 1995, 98, en fait, ces années-là. Donc c'est très bien qu'on prenne maintenant enfin le taureau par les cornes, mais je veux dire, combien d'années pour reconnaître qu'il y avait un problème? Parce qu'on a été quand même très longtemps dans le déni. Alors oui, madame, pour répondre à votre question, il me semble que la question de la santé, c'est le troisième pilier. C'est-à-dire on a climat, biodiversité, santé, comme si du reste, santé humaine et biodiversité pouvaient être distincts, puisque tout ça, ça fait partie, nous faisons partie du vivant. On a tendance à un peu l'oublier. Lorsque j'ai fait voter la loi sur l'air, ce qui va bientôt faire 30 ans, j'ai modifié le Parlement a accepté à ma demande de modifier le champ d'application des études d'impact,
qui s'arrêtait aux chimpanzés, mais qui n'introduisait pas les humains. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc on a beaucoup de mal à introduire en fait la santé, et pourtant l'interaction climat-santé, elle est évidente. Vous l'avez rappelé, madame, tout à l'heure très justement, la chaleur, les maladies. Du chikungunya en France, c'était pas évident. On en avait dans nos territoires d'outre-mer, mais en France métropolitaine, non. Maintenant, on en a. Et un sujet qui va grimper, qui est celui purement et simplement de l'inhabilité d'un certain nombre de zones liées à un problème de santé. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 50 degrés et que vous ne pouvez pas transpirer, vous mourrez. Voilà, c'est bête et méchant, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, il y a 2 zones dans le monde qui sont devenues inhabitables, et vous avez des cartes qui circulent, qui sont tout à fait intéressantes, qui montrent ce que va être le monde de 2050, avec de nombreuses zones d'inhabitabilité contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose en réalité, mais ça veut dire des afflux de population, et ça veut dire tous les problèmes que l'on peut imaginer. Et puis l'interaction biodiversité-santé, c'est le concept de One Health, qui se développe avec l'effet climat sur la biodiversité comme sur la santé. Il faut bien voir aujourd'hui que ce que l'on voit sur la biodiversité et la santé, c'est la pollution chimique. C'est les effets de la pollution chimique. Les effets du dérèglement climatique, on n'a pas encore vu, ou très très peu. C'est-à-dire on a vu, oui, des espèces envahissantes, on a vu, on commence à voir des mouvements d'espèces qui remontent les mers parce qu'ils ont trop chaud là où ils sont, donc ils vont vers des mers plus fraîches. Oui, tout ça, on commence à le voir. Mais quand on va avoir le mariage, si j'ose dire, dérèglement climatique plus pollution chimique, avec ce concept très important, monsieur le directeur, que vous avez rappelé tout à l'heure, de l'exposome, et les difficultés auxquelles on se trouve confronté en face des effets cocktails, qui sont évidemment extrêmement difficiles à mesurer, on va avoir des problèmes de santé absolument majeurs. Donc en fait, tout ça, c'est le même combat. C'est celui d'abord de la lucidité, d'admettre, même quand ça ne nous fait pas plaisir. Mais madame, vous rappeliez tout à l'heure qu'on a des données, déjà les accepter, même quand elles ne plaisent pas. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, de tenir. On est dans un moment de notre histoire commune qui est quand même très particulier. Je pense que sur tous ces sujets qui, de toute façon, qu'on les traite ou qu'on ne les traite pas, ils sont là. Donc, qu'on s'intéresse au climat, à la biodiversité ou à la santé, ou qu'on ne s'y intéresse pas, de toute façon, c'est incontournable. Donc, plus tard, on les prendra convenablement en charge, plus de problèmes on aura, plus ça coûtera cher. Voilà. Donc ça va nous revenir comme un boomerang. Donc il faut tenir bon sur ce qu'on a, pas espérer faire beaucoup mieux dans les temps qui courent, ça je crois qu'il faut quand même être réaliste, mais au moins tenir ce qu'on a, en se disant que on est en train tout simplement de permettre une certaine pérennité de l'espèce humaine et d'une vie convenable sur Terre. Voilà, en attendant d'hypothétiques voyages sur Mars ou ailleurs. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le projet. Donc voilà, merci pour organiser cette journée, parce que je pense que c'est vraiment un sujet très important. Je terminerai en disant que c'est très important dans le monde de l'entreprise. Parce que le monde de l'entreprise, ce sont des salariés, que les conditions de travail ont beaucoup changé par rapport à celles que j'ai pu connaître il y a 30 ou 40 ans. On ne travaille plus du tout de la même manière. La demande des gens n'est plus du tout la même. Et la question du bien-être au travail est devenue un vrai sujet qui n'existait pas il y a 30 ans, qui intègre la santé et qui intègre la demande de sens. Et donc tout ça, en fait, se rejoint au sein de l'entreprise, sans compter, deuxième sujet, mais j'ai plus de temps, donc je m'arrête, celui de la responsabilité de l'entreprise, parce que quand on ne traite pas un sujet et qu'il y a un problème, c'est très embêtant à la sortie. Dire qui porte sur la donnée. Sonia de la Provôté, avons-nous tout ce qu'il faut? Nous avons de la donnée, mais est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer dans la protection sanitaire des citoyens en matière de données épidémiologiques, de l'air, de l'eau, de la pollution, des facteurs de risque dans l'alimentation? On a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui? Alors, au moins pour les cancers pédiatriques. Comme ça, je vais répondre très directement, puisqu'on a un registre national des cancers pédiatriques. Mais oui, ça,
c'est sûr, on a de la donnée, on a de la data, comme il est commun de dire désormais. Mais la data, c'est un grand rêve, probablement quelque chose qui sera et qui est extrêmement utile, mais ça peut être aussi une grande illusion. C'est-à-dire considérer que la data, dans sa grande diversité, dans sa qualité non contrôlée et dans sa, comment dire, dans son absence d'exhaustivité, ne permet pas de remplacer la donnée qualitative vérifiée par des humains et pas autre chose, pas exclusivement par l'intelligence artificielle. Enfin, voilà, tout simplement, il nous faudrait un registre général des cancers adultes en France. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que d'abord, j'ai déposé une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat et que c'est compliqué de la faire atterrir à l'Assemblée nationale parce que ça est là, le big system de la big data et tous ceux qui y croient, qui croient en ce miracle absolu, en tout cas qu'on nous propose sur ce sujet, considèrent que le registre, l'exhaustivité, la qualité des données, c'est pas suffisant. Or, on vient de le dire. Les choses sont complexes, les expositions sont complexes. Avant de suivre une cohorte sur 20 ans, ayons un registre national complet, exhaustif sur 5 ans et proposons des protocoles avec des évaluations des expositions. Et je peux vous assurer, parce que là, pour le coup, j'ai cette formation dans mon parcours en épidémiologie, je peux vous assurer que rapidement, il y a des choses qui émergent et que les facteurs de risque d'exposition, si on suit des cohortes et qu'on a la réalité de l'exhaustivité des pathologies en milieu professionnel, par exemple, eh bien, pour le coup, les facteurs de risque, on les voit très vite parce que la caractéristique de l'exposition professionnelle, c'est qu'on est surexposé par rapport à l'environnement. Donc, on voit des émergences et on a moins de biais en plus pour incriminer un facteur de risque. Donc, oui, on a de la donnée. Oui, le numérique doit tenir sa place et la data doit tenir sa place et faire gagner du temps dans bien des sujets. Mais oui, il faut qu'on ait la maîtrise de ces données et qu'elles ne soient pas qu'exclusivement numériques parce que jusqu'à preuve du contraire, une bonne relation entre un chercheur et un patient pour avoir un bon interrogatoire de qualité, ben, c'est pas remplaçable par grand-chose d'autre parce que c'est là qu'on arrive à avoir les hypothèses qui derrière pourront être crédibilisées, certainement peut-être avec de la donnée numérique. Le sujet n'est pas là, c'est qu'il y a les anciens et les modernes sur ce sujet et moi j'aimerais bien que tout le monde converge pour aller plus vite parce qu'effectivement on va pas pouvoir suivre des cohortes sur 20 ans parce que effectivement, le recul pour voir apparaître certaines pathologies comme les cancers, par exemple, c'est 20, 30, 40 ans. Et oui, avec l'amiante, on n'a pas été quand même très fort pour mettre en évidence les cancers professionnels liés à l'exposition à l'amiante. Alors que là, pour le coup, je pense qu'avant 40 ans, on aurait pu s'en douter un petit peu. Et oui, c'est par l'exposition professionnelle qu'on peut mettre le doigt sur les problématiques d'exposition environnementale. Donc, j'ai deux sujets. D'abord, ce registre, il me semble absolument essentiel à mettre en place et avoir cette espèce d'habitude systématique de faire du suivi de la donnée de santé de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a les données de la CNAM, par exemple, mais on sait qu'elles ne sont pas complètes, pas exhaustives, qu'il n'y a pas tout, que mon espace santé, c'est pas comment dire, une manne complètement fiable. Oui, on a le SNDS et on sait aussi que c'est pas complètement fiable. Donc tout ça, ça doit être mis en musique, bien traité, avec du recul et surtout beaucoup de tempérance parce qu'en ce moment, on nous fait rêver avec le numérique et clairement, dans l'immédiat, en tout cas, la réponse, elle n'est pas encore tout à fait là. Et puis le deuxième sujet, c'est la médecine du travail. Je voudrais juste passer un petit message. Je suis médecin du travail de formation et dire que si on ne laisse pas la médecine du travail mettre en œuvre son rôle de surveillance environnementale, eh bien, on va perdre de la donnée qu'on pourrait avoir beaucoup plus rapidement dans les expositions professionnelles. Merci beaucoup Bernard Jomier. Bon, ce sujet est essentiel, hein, ça n'est plus remis en cause, ce lien entre environnement et santé. On vient de l'entendre de la bouche de chacun d'entre vous. Hein. Est-ce qu'il est suffisamment
porter politiquement, et je sens que je connais votre réponse, et pourquoi la gouvernance en santé ne s'y adapte pas plus vite? On a entendu Corinne Lepage dire enfin cette prise de conscience. Pourquoi on ne tient pas compte de sa transversalité? Le politique ne le porte pas assez, et là je suis en train de répondre à votre place, donc c'est vous qu'on écoute. Mais, bonjour à toutes et à tous, mais peut-être que je ferai des questions supplémentaires si vous voulez, comme ça. Corinne Lepage, elle a l'optimisme de la volonté. Mais en même temps, elle connaît parfaitement le décalage qu'il y a entre la progression de la connaissance sur cette matière qui est complexe et la progression dans l'agenda politique. Et moi, je fais plutôt le constat que le hiatus s'accroît. Il y a 3 ans, avec une collègue, Florence Lassarade, on a donc produit un rapport sur la santé environnementale, dans lequel on s'est attaché, après avoir auditionné toutes les personnes compétentes, enfin pas toutes, mais beaucoup, on s'est attaché à essayer de comprendre comment on pouvait arriver à ce temps des solutions dont parlait et qu'est-ce qu'il fallait faire dans notre pays pour y arriver. Et les obstacles qu'on rencontre, on les connaît, ils sont les mêmes depuis que vous étiez ministre, ils n'ont pas beaucoup changé, les fondamentaux. Le ministre Yannick Neuder a prononcé un des mots qui fâche dans notre gouvernance, c'est la transversalité. Oui. Notre pays a beaucoup de difficultés à gouverner ce qui est transversal. C'est l'organisation, voilà, de notre République, de son administration, de son pouvoir politique, etc. Et donc, quand une thématique transversale arrive, elle est nécessairement soumise à des arbitrages. Et dans les arbitrages, eh ben, il y a le poids de l'économie, il y a le poids de l'agriculture, il y a le poids des questions de santé, etc. Mais il y a les différents secteurs qui vont vouloir faire valoir leur point de vue. Et l'arbitrage, il est rarement favorable à la santé déjà. Et il est rarement favorable à l'environnement aussi. Deuxième grand sujet, deuxième grande condition de la santé environnementale. Donc on est face à une prise de décision qui politiquement est en difficulté. À cela s'ajoute un deuxième point. Il a été beaucoup dit, et je le partage, que la santé environnementale doit s'appuyer sur la connaissance scientifique. C'est indispensable. Et cette connaissance scientifique, elle est complexe parce que l'exposome, on est au cœur de quelque chose de transversal. Et nous, on a proposé, par exemple, parce qu'on a mis un certain nombre de solutions sur la table. Créons un Health Data Hub, ça c'est fait. Un Green Data Hub, et croisons les deux. Tant qu'on ne croisera pas les données d'exposition environnementale avec les données des maladies, on va avoir beaucoup de difficultés à progresser de façon importante. On avait mis une autre proposition sur la table, mais tout se discute. Hein. Mais pour porter plus haut la gouvernance sur ces questions, on a créé une deuxième génération d'IHU, d'Instituts hospitalo-universitaires. Créons un IHU en santé environnementale pour être le vaisseau amiral, pour piloter, ce qui n'épuise pas la nécessité d'avoir un écosystème de recherche très varié. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions, mais on a du mal à avancer. Et à l'heure de la remise en cause, en plus, des données de la science, qui est puissante et qui touche notre pays, je suis très alarmé par ce qui se passe en France même. Je suis très alarmé, et je le dis devant ma voisine, je ne sais pas si elle était dans l'hémicycle à ce moment-là, par ce qui se passe dans les assemblées parlementaires, quand lors d'un débat tout récent sur est-ce qu'il faut réintroduire l'autorisation d'utiliser un néonicotinoïde, où il y a un arbitrage, hein, où il faut entendre ce que dit le monde agricole, encore une fois. C'est ça la politique, hein, et c'est normal. Eh bien, quand je dis dans l'hémicycle, et c'est enregistré un débat, il y a trois maladies quand même qui sont enregistrées, qui sont validées au tableau des maladies professionnelles des agriculteurs, parce qu'ils y sont exposés, c'est environnemental, et qu'un collègue crie « c'est pas vrai », que voulez-vous faire? Dans notre pays, on en est maintenant, et malheureusement, à discuter les faits. Alors qu'on doit discuter, on doit admettre les faits, et puis discuter après de quelle décision on prend à partir et comment on arbitre. Donc la santé environnementale, vous voyez tous les débats actuels. Le prix Nobel indo-britannique, Ramakrishnan, pardon, dans un livre qui s'appelait Why We Die, qui a été publié en français, si vous voulez dire, essaye d'analyser les 3 grands facteurs qui portent atteinte à notre longévité. Et l'alimentation arrive en 1.
un grand sujet de santé environnementale. Il faut agir. Regardez le débat récent sur le Nutri-Score. Regardez là. L'incroyable difficulté pour simplement publier un arrêté qui actualise à partir du travail des scientifiques. Il n'était même pas question de généraliser. Moi, je suis pour la généralisation du Nutri-Score. Je porte une loi là-dessus. Mais il n'était même pas question de ça. Il était question juste d'actualiser à partir des données scientifiques. Donc, on est face à une gouvernance, pour répondre à votre question, qui, objectivement, après on peut discuter de pourquoi, mais est beaucoup trop faible. Et malheureusement, et je termine là-dessus, on avance en santé environnementale. Alors, pas qu'en santé environnementale, j'en en donne acte. Mais la gouvernance n'avance que par crise. Alors, évidemment, les crises, c'est des moments où on doit s'interroger et voilà, modifier nos processus, notre législation, nos façons de faire. Mais quand on avance que par crise, parce qu'il y a la vache folle, parce qu'il y a l'amiante, parce qu'il y a, ça dénote aussi un manque d'anticipation et un manque, on va dire, d'appropriation des enjeux dans la sphère politique. Bon, Robert Barouki, je vous ai quand même vu approuver de la tête quand Bernard Jomier a dit il y a des solutions. Il y a des solutions. Quelles autres solutions? Alors, il y a des solutions simples et des solutions plus complexes. Les solutions simples, on sait, au niveau territorial, plus d'espaces verts dans les villes, plus de plans d'eau, une organisation de la vie, qu'elle soit rurale ou urbaine, de telle sorte à ce qu'on puisse se préparer à ce qui va nous arriver, c'est-à-dire des températures qui vont frôler les 50 degrés. Et nous faisons des études là-dessus. Enfin, il y a des études parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et puis, il y a des solutions beaucoup plus grandes. Nous sommes très présents à l'Europe, dans les grands programmes européens, pour pousser la Commission a développé un grand programme sur l'exposome, comme on a eu par le passé des programmes sur le génome. Moi, je participe à des programmes européens pour dire qu'est-ce qu'il faut faire et proposer ça à l'Europe. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire à l'échelle européenne, mais je dirais déjà, on a commencé à préparer des choses au niveau français. J'ai parlé tout à l'heure à l'INSERM du programme Impulsion, mais on a parlé de grandes cohortes. Nous préparons une très grande cohorte, mère-enfant, enfin couple-enfant, qui s'appelle Philomène, elle a déjà son nom, Philomène, et c'est une grande cohorte, c'est-à-dire 100 000 inclusions. Pourquoi 100 000? Parce que si vous voulez étudier l'asthme chez l'enfant ou l'obésité, quelques milliers, une cohorte de quelques milliers suffit. Si vous voulez commencer à attaquer les cancers de l'enfant, et heureusement que ce sont des cancers rares, mais vous avez besoin d'une cohorte beaucoup plus grande pour pouvoir commencer à aborder cette question et voir le niveau de causalité. Donc Philomène, nous la poussons, il y a un plan cohorte qu'on soumet actuellement, j'espère qu'on aura des résultats positifs. Nous avons commencé les étapes préparatoires et c'est un effort national, hein. Ce n'est pas un labo, c'est vraiment un effort au niveau national et il faut y aller. Et puis, on a d'autres types de solutions qui vont dans des aspects plus technologiques, plus innovants. On a parlé des détecteurs, des capteurs, et on voit que maintenant, dans votre portable ou même d'autres détecteurs, vous pouvez détecter beaucoup de choses. Si vous êtes un enfant asthmatique, savoir que vous êtes dans un environnement à l'intérieur de la maison où il y a des substances qui sont potentiellement irritantes, c'est une avancée, il faut le savoir, c'est utile. Et là, la technologie avance. Et puis l'intelligence artificielle, bon, évidemment, elle est utile un peu partout, mais laissez-moi vous donner juste deux exemples. Vous avez parlé de la Mayo Clinic qui fait des choses extraordinaires, je les connais bien. En France aussi, on fait des choses, à l'INSERM aussi. Dans les labos, on a, nous, développé un outil qui vous permet, sur les 30 millions d'abstracts de la littérature, de faire un lien entre une exposition et un effet pathologique, simplement en analysant de manière intelligente toutes les données, tous les textes qui sont présents. On le fait en France, donc c'est très bien. Par ailleurs, l'intelligence artificielle permet de prédire un certain nombre de toxicités. Si je reviens à des problèmes de substances chimiques, là, c'est Google qui l'a fait. Hein. Vous pouvez, à partir d'une séquence d'un gène, vous pouvez prédire la structure, en gros, de la protéine. Ce n'est pas parfait, mais c'est énorme. En termes scientifiques, c'est énorme. Et donc, à terme, on peut prédire l'interaction possible entre une substance et cette protéine, et donc prédire la toxicité éventuelle. C'est quelque chose que, entre différents organismes, tels que l'INSERM, l'INRIA, le CNRS, on peut faire avancer si on met le paquet. Donc, il y a sur ce plan-là des choses assez extraordinaires à faire. Ça revient sur le plan, disons, des substances chimiques à ce qu'on appelle en anglais SSBD, Safe and Sustainable by Design, c'est-à-dire dès la conception,
on prévoit quelque chose qui puisse être sûr et durable. Et donc ça, c'est la voie et c'est utile pour tout le monde, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan économique ou social. Et l'enthousiasme du scientifique est agréable à entendre. Alors, au registre des solutions, Corinne Lepage, on sait qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins compliqués à résoudre, des sujets sur lesquels on ne sait pas vraiment par quel bout les prendre. Vous avez cité tout à l'heure la pollution chimique, on peut parler des PFAS, hein. Peut-être que vous voudrez nous en dire quelques mots. Dans ces conditions, et je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, le rôle de la prévention, le rôle des entreprises, les solutions, elles sont où ? Vous savez, si je vous disais j'ai la solution, vous Oui, diriez, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là, tout ça en je suis débattre. complètement folle et vous auriez totalement raison. Alors, d'abord, peut-être de changer nos lunettes. Regardez le sujet. Quand je dis changer nos lunettes, c'est-à-dire déjà d'avoir une approche économique, dont on parle très peu. La manière dont on gère le sujet nous coûte horriblement cher. Je ne sais pas ce qu'en pense le directeur de la CNAM ou nos élus, mais très franchement, le coût pour la société de la mauvaise gestion de la santé, c'est catastrophique. Donc déjà, de se poser la question des coûts économiques et financiers des choix que nous faisons. Moi, je me suis par exemple beaucoup battue effectivement contre les néonicotinoïdes, évidemment, contre le glyphosate. Bon, parce que très franchement, le réutiliser, autoriser 10 ans, ok, je comprends le problème des agriculteurs, mais enfin, économiquement, c'est absolument absurde parce qu'on sait les maladies qui sont générées. Je rappelle simplement que hier ou avant-hier aux États-Unis, Bayer a été condamné à 1,2 milliard, je crois, de dollars pour un cas d'un type qui avait un LNH. Et la jurisprudence américaine maintenant, c'est lymphome non-Hodgkinien, forte probabilité, glyphosate, on indemnise. Voilà. Et nous, en Europe, c'est 10 ans de mieux. Moi, je veux bien, mais il faut voir les coûts que tout cela représente, y compris à un niveau de l'entreprise. C'est-à-dire le fait de ne pas prendre en compte suffisamment, même avec une incertitude, parce que c'est des sujets dans lesquels on gère l'incertitude. Le principe de précaution, sur lequel on a tellement glosé, il est fait pour ça. Il est fait, on sépare la gestion, l'évaluation et la gestion du risque, c'est deux choses différentes. Le chef d'entreprise, il a à gérer le risque, mais en gérant le risque, il se pose aussi la question d'un risque de responsabilité, qui peut être une responsabilité financière, une responsabilité juridique, y compris pénale, le cas échéant, s'il y a une mise en danger délibérée d'autrui, et réputationnelle, évidemment. Donc, l'aspect économique dans la gestion du sujet m'apparaît pouvoir permettre de prendre des décisions un petit peu différentes. Et puis, le deuxième point, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, on a quand même beaucoup de données sur beaucoup de choses. Simplement, on n'a pas envie de les prendre en considération. Voilà. Donc, c'est un choix. C'est un choix qu'on paye très cher. Vous parliez de l'amiante. Savez-vous à quelle date le premier lien entre l'amiante et le cancer de la plèvre a été détecté? Savez-vous? Vous savez, 1896. 1896. C'est des femmes qui étaient médecins du travail en Angleterre qui ont remarqué que les gens qui étaient exposés à l'amiante développaient une maladie qu'on ne connaissait pas. Ben nous, on a mis 1896, on a mis un siècle pour interdire l'amiante. Voilà. En France. Il y a d'autres pays, alors je ne vais pas vous raconter tout ça, mais il y a d'autres pays qui l'avaient fait quand même plus tôt. Donc, tirer les conséquences de ce qu'on sait un peu plus tôt, je pense que ça nous ferait gagner beaucoup de choses sur le plan de la vie humaine, sur le plan de la santé humaine et sur le plan des économies que nous avons tous à faire, parce qu'on sait très bien, notamment nous en France, qu'on est condamné à faire un certain nombre d'économies. Ben, je pense que c'est un champ dans lequel nous serions très bienvenus à nous plonger. Voilà. Bernard Jomier, dans le rapport que vous avez fait sur ce sujet de la santé environnementale que vous nous avez rappelé tout à l'heure, il y avait plusieurs propositions, hein, et notamment plusieurs pour informer le grand public. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui considérer que les gens ne sont pas suffisamment informés sur le sujet ?
À la question de l'information, on l'a vu au moment de la crise Covid, c'est une question qui est essentielle pour qu'une politique de santé soit appropriée par la population. C'est d'ailleurs une des difficultés auxquelles aussi on fait face à l'heure où les sources d'information se sont multipliées et où la part prise par des réseaux sociaux qui véhiculent des informations qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas fiables est devenue très importante dans la population. Donc oui, effectivement, mais il y a des expériences là aussi qui sont tout à fait positives, de sites qui, par exemple, sur les bébés, sur la périnatalité, un travail qui a été fait qui est extrêmement intéressant et qui permet aux futurs parents d'accéder à des connaissances qui sont vérifiées et qui sont fondées. Le fait que l'information soit un enjeu est aussi directement lié au fait que la santé environnementale est une politique purement de prévention. C'est aussi d'ailleurs la troisième grande difficulté après la transversalité voilà, dont j'ai parlé, la difficulté du portage politique. Il y a le fait que c'est une politique de prévention et que notre pays, même si l'assurance maladie s'engage, tente comme beaucoup de prendre un virage de la prévention, on n'a pas une dépense de santé, on n'a pas des organismes de santé, des politiques qui sont articulées autour de la prévention. Et donc, l'information, comme elle porte beaucoup sur des facteurs d'environnement comportementaux, pareil, sur l'alimentation, l'air qu'on respire, la voiture qu'on va utiliser ou pas, etc., la tétine pour le biberon du bébé, tout ce que vous voulez, eh bien, elle devient essentielle. Donc on a mis ce sujet, on va dire, sur la table, tout en ayant aussi conscience, je le dis, qu'on fait un certain nombre de propositions qui peuvent être discutées. Mais je vais vous prendre un exemple. Il y a un groupe santé-environnement dans notre pays, qu'à peu près personne ne doit connaître, sauf ceux qui y participent activement, qui est très utile, parce qu'il réunit les acteurs, et nous le disent, il est très utile, on y discute, etc. Mais pourquoi on ne le montre pas je ne vais pas dire en compétence, mais en reconnaissance? Pourquoi est-ce qu'on ne le transforme pas en un vrai conseil santé environnemental qui pourrait s'autosaisir? Parce que là, il ne peut pas s'autosaisir. Il est présidé par une parlementaire, enfin un député, mais personne ne le sait. Et le lien ne se fait pas avec l'opinion publique et avec les pouvoirs publics. Et si le lien ne se fait pas avec l'opinion publique, ce groupe santé-environnement qui a une richesse de production importante, il pourrait émettre des avis, il pourrait émettre des conseils, il pourrait avoir le droit de s'autosaisir. Voilà, c'est pas créer une instance de plus, c'est le transformer pour le monter en reconnaissance. Et il pourrait parler à l'opinion publique, parce que ce que la crise Covid nous a parfaitement démontré aussi, et en analyse comparative avec d'autres pays, c'est que l'absence, on va dire, d'une autorité reconnue par l'opinion publique, d'expertise scientifique indépendante, brise le lien de confiance entre la population et les responsables politiques. Et ça a été très net, et c'est un facteur qui est fondamental. Et sur ces questions de santé environnementale, où beaucoup de groupes d'intérêt viennent pour essayer de contrecarrer les messages, il est fondamental qu'il y ait un lieu de ce type qui parle à la population. Alors, en parlant des responsables politiques, Sonia de la Provôté, je rebondis. Bernard Jomier nous décrivait la difficulté d'avancer sur un sujet comme le PFAS ou le Nutri-Score. Le Parlement, il a quoi? Alors, son rôle, on le connaît, mais il a quoi comme outil? Et comment il peut accompagner davantage les transformations? De plusieurs façons. D'abord, au travers d'un outil qui est bicaméral, qui associe l'Assemblée nationale au Sénat et dont les rapports sont transpartisans, qui est l'Office parlementaire d'évaluation et de contrôle scientifique et technologique, qui produit régulièrement des notes scientifiques ou des rapports extrêmement complets. Moi, j'ai été co-rapporteur avec trois collègues, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale, de 6 rapports sur la Covid qui ont traité tous les sujets qui frottent, et il y en a quelques-uns encore, en passant par les effets potentiels secondaires des vaccins. Voilà. Et l'objectif, c'est pas de se substituer à la science, c'est de faire un état de la connaissance
scientifique au moment où on traite le sujet. Et c'est important parce que, comme ça vient d'être dit très justement par mon collègue, la multiplicité des canaux, pas d'information, mais de transmission de messages sur un certain nombre de sujets scientifiques, parce que de là à ce que ce soit de l'information, c'est autre chose. Et en fait, la multiplicité fait que, et la Covid a je pense, amené un élément supplémentaire de complexité avec l'utilisation de la controverse scientifique comme étant un objet de débat sur les plateaux d'experts, pour certains autoproclamés, d'autres n'ayant pas de recul sur l'état de leurs connaissances, alors que la science, c'est on sait ou on ne sait pas encore, ou on sait peut-être, mais c'est ça la science, la véritable logique scientifique et le véritable message. Et donc tout ça fait que l'Opexte aborde toutes les questions compliquées au travers d'auditions avec les personnes qui sont identifiées sur les sujets et fait un état de la connaissance. Les rapports, ils sont mis, alors à la fois ils sont rendus publics, donc ils sont mis à disposition du grand public, mais aussi, et c'est notre fonction évidemment première, informe nos collègues parlementaires sur l'état de la connaissance et au moment des textes de loi, même si, comme le disait justement Bernard Jomier, il y a évidemment le poids des lobbies, le poids des points de vue, le poids de son vécu individuel, au moins on tâche d'apporter une forme de vérité, de stabilité dans l'écosystème d'information quand on discute les textes de loi en séance. Ce que je voulais dire aussi sur ces sujets-là, c'est que tout ça, c'est la question de la vérité scientifique, c'est-à-dire que désormais, la science est presque remise en cause. Et donc, quand on considère que la Terre est plate, ben c'est une opinion. Je veux dire, il y a quand même un vrai changement dans la société. Il faut quand même qu'on se dise tous que la science doit absolument reprendre le pas sur le message qui est transmis à la population, quel que soit le pays. Et quelque part, si on devait tirer un enseignement de ce qui s'est passé, parce que le plus grand moment de bouleversement scientifique qu'on a vécu, c'est le moment Covid, on va dire ça comme ça, et il n'est pas terminé, le moment Covid. Mais beaucoup de choses se sont passées, et notamment concernant comment on transmet l'information. Et une des conclusions d'un des rapports que nous avons fait, c'est que le politique ne doit pas transmettre le message scientifique. Je crois qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Il ne peut pas y avoir de confusion entre la parole politique et la parole scientifique. Et c'est très important parce que, en fait, le politique, il fait une analyse bénéfice-risque, il regarde quel est le dénominateur commun pour être le plus efficace, le plus vite possible, pour pouvoir transmettre des messages. Mais la parole scientifique, elle ne doit pas être diffusée à l'aune de ces considérations. Elle est quasiment unique, la parole scientifique, à partir du moment où on a des occurrences et des certitudes qui sont là. Et je pense que c'est assez important parce qu'on a pu voir que certains messages portés par ou le politique ou l'écosystème de l'exécutif ont pu amener de la confusion. Quand on fait une publicité en disant que si on a des crampes avec le vaccin, c'est parce qu'on fait du pédalo ou je sais pas quoi, je veux dire, à un moment, on peut avoir de la fièvre après un vaccin et avoir des courbatures. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter d'essayer de transmettre des messages de façon un petit peu courte et radicale, considérant que les citoyens ne sont pas capables de comprendre. Je pense qu'ils sont capables de comprendre, et ils sont capables de comprendre autre chose que le chiffon rouge, autre chose que la caricature, autre chose que le message pour les séduire. Et donc, moi, je souhaitais dire ça. Et notre rôle au sein de l'OPEX, c'est de transmettre une parole exclusivement, je le précise, scientifique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des gens qui penchent pour eux un ou l'autre des aspects. Quand on n'a pas tranché scientifiquement, eh bien nous, on donne le pour, le contre, mais on laisse chacun se faire sa conscience et son opinion. Thomas Fanot, je voulais vous donner le mot de la fin, peut-être déjà pour
réagir en un mot à ce qui vient d'être dit, et puis pour ouvrir un peu le sujet avec vous, en guise de conclusion, pour parler de la décarbonation du système de santé un peu plus global, parce que c'est un impact indirect mais réel, et peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. Tout à fait, merci de me donner cette lourde responsabilité. Non, j'hésitais à ne pas contredire le sénateur Jomier, mais et je comprends, je partage beaucoup de ce qu'il a dit. Je veux à la fois témoigner, mais de l'engagement, je pense quand même des acteurs publics, mais je crois qu'elle n'est pas mise en cause par ce qu'il a dit. C'est vrai qu'on a une gouvernance qui peut apparaître lourde. Pardon de le dire comme ça, mais quand je discute avec mon homologue allemande, elle me parle des caisses de sécurité sociale allemandes, des Länder allemands et d'État fédéral. C'est pas beaucoup plus simple. Quand je parle avec mon homologue anglais, il a d'autres difficultés. On connaît le système de NHS. Voilà, je parle avec des provinces espagnoles. L'avantage de la décentralisation est une proximité certaine, la coordination. Voilà. Je dis juste parce que comme on a, et encore une fois, monsieur le sénateur, je me permets, mais je partage beaucoup de votre impatience. Voilà, on essaye d'agir. C'est peut-être un premier point de réflexion. Et je pense quand même que la France voilà, n'est pas spécialement en retard sur un certain nombre de ces problématiques quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Et c'est pas complètement inutile de le faire, mais le rapport que vous aviez porté le faisait, je crois, également. Deuxième élément, petit plaidoyer pour l'assurance maladie en lien avec ce que je disais au tout début. Et là aussi, je reviens sur ce que vous disiez, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. L'identité de l'émetteur sur les messages de santé publique et de prévention est importante. Et il se trouve, et je n'en tire aucune gloire, que quand on interroge les Français, l'assurance maladie est perçue comme étant une institution, entre guillemets, de confiance. Donc c'est pour ça que nous mettre, pour ce qui est... Pardon ? Que les sénateurs. Non, c'est pas ce que je voulais dire, sénateur, pas plus que c'est les sénateurs, mais en tous les cas, peut-être enfin, en dehors du politique, c'est-à-dire en dehors du politique, et que du coup, nous mettre au service d'un certain nombre de messages de santé publique, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire, et je crois que là-dessus, on est perçu comme un acteur, je ne sais pas si c'est neutre, mais en tout cas de confiance. Pour revenir sur la décarbonation, parce que c'est vraiment un sujet vraiment majeur, vous le savez. Le système de santé, c'est 8% des émissions carbone de notre pays. 8%. Donc c'est quand même significatif. La moitié, c'est les produits de santé. Ça veut dire que dès lors qu'on parle de décarbonation, dès lors qu'on parle d'objectifs à l'horizon 2050, le secteur de la santé fait partie des secteurs prioritaires sur lesquels on doit collectivement agir pour faire baisser l'impact carbone de ce secteur. Et là aussi, témoigner du fait que je crois que les choses avancent. Je prends 2-3 exemples. On a participé, entre guillemets, à un travail collectif avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie et l'ensemble des parties prenantes pour construire une méthode d'évaluation du bilan carbone des médicaments. Et je pense que, voilà, qui existe, qui a été rendu public, qui petit à petit va prendre de l'espace. Si demain, on sait mettre un bilan carbone sur un médicament, ça veut dire qu'on sait mettre quelque part un bilan carbone sur une prescription. Ça veut dire qu'on s'est différencié, on s'est adressé des signaux aux consommateurs et aux prescripteurs, aux industriels, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on a un impact un jour sur le prix ? Voilà, donc ces sujets-là, c'est des sujets absolument majeurs d'aller mettre ce sujet du bilan carbone sur le médicament. Ça veut dire aussi de notre côté, l'assurance maladie, c'est que de plus en plus, on essaye de parler sobriété, décarbonation avec les professionnels de santé. Vous savez qu'on leur parle souvent économie, je le disais davantage. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing, mais quand on parle avec des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, hospitaliers, c'est vrai qu'il y a heureusement, et Corinne Lepage l'a rappelé, on a mis du temps, mais cette prise de conscience, elle est là. Et donc, ça leur parle beaucoup plus. Et derrière, c'est des exemples très concrets aussi de mesures. On gaspille beaucoup de produits de santé dans notre pays. Peut-être pas les seuls, mais on en gaspille beaucoup. Voilà, des pansements, des perfusions, des nutriments oraux. Eh bien, on va faire une mesure que le ministre de la Santé a annoncée au début de semaine. Tout simplement, limiter la délivrance de pansements à 1 semaine. Éviter qu'on ait des armoires à pharmacie remplies de boîtes de pansements non utilisées parce que la prescription n'était pas adaptée, parce qu'elle était pour 3 mois, il y en avait besoin pour 1 mois. Et derrière, le pharmacien, le médecin, le patient, l'infirmier vont se mettre ensemble pour adapter les prescriptions. On travaille avec les maisons de santé pour qu'elles aillent faire ce que font les anglo-saxons. Là aussi, on regarde ce qui se fait ailleurs. Et ils ont un programme très bien, ils font du marketing, ils sont meilleurs que nous. Et ça s'appelle Show Your Med. Montre-moi tes médicaments. L'infirmier va à domicile, ouvre la pharmacie et discute avec le patient, revient avec le professionnel de santé pour dire pourquoi on en est là. Et donc, dans chaque négociation
comment on peut faire du transport partagé? Transport partagé sanitaire, c'est pas pour embêter les patients. Mais honnêtement, c'est absurde de ne pas faire du transport partagé quand on peut organiser une venue régulière à l'hôpital de patients dès lors que c'est possible. Et c'est possible de le faire davantage. Donc je pense que cet enjeu de décarbonation, c'est un levier aussi de transformation des systèmes de santé pour plus de sobriété. Encore une fois, il ne s'agit pas de repeindre en vert quelque chose qu'on faisait déjà. Il s'agit de voilà, faire prendre conscience que 8%, 50 millions de tonnes d'équivalent CO2, le système de santé est un acteur, et je le dis aux entreprises et aux industriels, les entreprises du monde de la santé, on a collectivement ce défi-là, et l'assurance maladie peut être un acteur en tant que financeur et en tant que régulateur et de partenaire des professionnels de santé de faire bouger ce sujet-là. En tous les cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour vos réflexions.